Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Lily du Green Studio pour parler de photographie culinaire et plus précisément comment se lancer dans la photographie culinaire à petit prix. Alors Lily vous dévoilera ses trucs et astuces. On parlera aussi de comment réaliser votre fond photo vous-même. Donc préparez-vous pour cet épisode qui sera haut en couleur avec la pétillante Lily. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Lily, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, rapidement à nos auditeurs et à nos auditrices? Coucou Kim, écoute, moi je suis ravie d'être là. Coucou Lily. On a dû garder le silence 3 minutes avant pour un petit test son, du coup j'ai mal aux zygomatiques parce que j'avais juste envie de rigoler. Mais écoute, enchantée, un tout grand merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Et ben donc moi c'est Lily. Je vais me présenter vite puisque tu vas revenir, j'imagine, avec des questions plus précises. Mais en gros, je suis belge, je suis juriste de formation. Avant de me lancer en photo, j'ai été avocate et puis juriste dans différentes matières. Et puis, ben voilà, ça fait une petite année que j'ai décidé de me lancer à temps plein dans cette passion pour la photo culinaire. Mais génial, je savais pas du tout que tu étais juriste. Ouais. Ni avocate, mais ça c'est top. Enfin, ça doit être bien pratique pour toi, pour tous tes contrats, Oui, ce oui. genre de choses. Tu sais, enfin, On est plus attentif, hein. On est plus attentif à certaines choses et c'est clair que ça aide. Je pense que de manière générale, quand tu te recycles ou que tu changes de carrière, ta carrière passée t'aide d'une manière ou d'une autre, tu vois. C'est un peu ma philosophie. J'ai pas de regret de pas avoir commencé plus tôt parce que je me dis qu'en fait rien n'arrive par hasard et que mon parcours m'aide et fait que je suis là aujourd'hui aussi. Et donc voilà. Oui, j'ai en effet un passé de juriste. Super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette reconversion professionnelle et de qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photographie culinaire? Oui, bah écoute, le droit, ben c'était juste une évidence depuis toujours. Donc j'ai suivi mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin. À la sortie de mes études, j'ai été avocate et puis j'ai j'ai quitté le barreau, j'ai bossé comme juriste. Et en parallèle, la photo, ça a toujours été une passion. Mon père adorait la photo, il était agent de voyage et donc l'association des deux est un peu dans mon sang, quoi. Et j'ai eu un appareil photo très vite, j'ai beaucoup voyagé, j'adore ça, moi c'est mon oxygène. Je me nourris en fait en regardant à travers mon appareil photo des paysages, des gens. Et donc j'ai très vite baroudé un peu avec mon sac à dos et la photo c'était surtout la photo de voyage du coup à l'époque. C'est intéressant ça. Je pensais pas du tout que tu faisais aussi de la photo de voyage. Ouais, je te réserve encore des surprises. On n'a pas fini, on va pas s'ennuyer avec toi. Ça, je le savais, mais je le sais encore plus. Ben voilà, ça va durer des heures, je le sens. Préparez-vous. 2 heures 30 plus tard. Faites-vous un petit thé, un café, parce qu'on en a pour quelques heures. Bah oui, donc voilà la photo. Et c'était vraiment mon oxygène, quoi. Je prévoyais toujours un gros voyage, je partais avec mon sac à dos sans vraiment prévoir grand-chose à part un billet d'avion. Et puis sur place, j'ai fait l'Asie du Sud. Enfin, j'aime beaucoup l'Asie. Chacun a un peu un continent de prédilection. Moi, c'est l'Asie, quoi. Mon premier voyage sac à dos quand j'étais jeune, c'était en Inde. Enfin, avant ça, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie 1 an en Australie comme jeune fille au pair. Et ça a été la confirmation, la révélation de cette passion pour le voyage, les grands espaces, les gens. Moi, j'adore découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages et de nouvelles façons de vivre. Donc voilà. Puis du coup, premier voyage en Inde et là, explosion de saveurs, de couleurs. J'adore.
Même s'il m'est arrivé quelques bricoles, parce que quand t'es une jeune fille que tu voyages toute seule en Inde, c'est pas simple. Mais voilà, j'ai adoré ce voyage quand même. Ça reste le pays de mon cœur. Et donc voilà, plutôt photo, portrait, parce que j'adore. Quand je voyage, je me balade énormément, je rencontre plein de gens, et donc je fais des photos paysages, portraits. Voilà. Donc c'est toujours resté, ça a toujours été ma passion, mon oxygène. Quand j'étais au barreau aussi, je me réservais au moins 3 semaines pour me faire un beau voyage. Mais bon, quand t'es avocate, t'as pas beaucoup de temps, donc j'avais un peu abandonné mon appareil photo quand pendant l'année, quoi, hors vacances. Et puis quand j'ai arrêté le barreau, j'ai retrouvé un peu de temps pour moi. Donc je finissais à l'heure où les magasins sont encore ouverts, à l'heure où il y a encore de la vie dans les rues. Et donc là, j'ai ressorti mon appareil, j'ai changé de boîtier à l'époque. Et mon boîtier était connecté. Ça a été la révélation de ma vie. Moi qui suis un peu nulle en technique, j'étais là, waouh, j'ai le Wi-Fi. Et du coup, j'ai ressorti mon appareil à ce moment-là et je m'emballais, je faisais tout, je refaisais des photos d'amis, de bébés. Les amis savent et que tu fais de la photo, donc on te demande des petits shootings à gauche, à droite, et j'ai pas mal chipoté. Je faisais des bébés, des mariages, enfin voilà. C'était juste, ça me reprenait, cette passion me réinvestissait. Et puis en parallèle, je cuisinais beaucoup parce que j'ai toujours aimé la cuisine. Ma grand-mère cuisinait beaucoup, ma mère cuisinait beaucoup, et donc je crois que on me demande toujours comment j'ai appris, mais je pense pas que quelqu'un m'ait vraiment un jour appris à cuisiner. Par contre, on m'a clairement transmis, j'imagine, cette passion, ce goût de la bonne, tu vois, de la bonne cuisine. Ma mère a toujours aussi des fait des choses un peu recherchées, et donc je pense que ça a développé mon palais, mon intérêt. Et donc à ce moment-là, tu commences à regarder des émissions, à lire des bouquins. J'ai une bibliothèque, mais je crois que je pourrais faire 4 brocantes rien qu'avec mes livres de recettes. Et finalement, je les ai jamais vraiment refaites. Donc je crois que ça m'a inspirée, ça m'a nourrie, un peu comme les voyages. J'adorais les regarder. Et du coup, d'un côté, je cuisinais, de l'autre, je faisais de la photo. Et la photo food, ça n'a jamais été un choix, en fait. C'était juste une manière au quotidien de m'amuser parce que quand tu bosses, métro, boulot, dodo, t'as pas non plus des paysages de fifou à photographier tous les jours. Et donc, le métro, enfin quoi que non, en Belgique. Ouais, non mais si, ça peut être chouette. Ah ouais. Mais bon, c'est pas avec ton boîtier quand tu vas au bureau. Enfin, parfois, je me disais que j'aurais peut-être dû le faire parce qu'il y a des chouettes scènes de vie à capturer, mais voilà. Et du coup, je me suis pris à commencer à photographier ce que je cuisinais, quoi. C'était pour m'exercer au quotidien, puis parce que vraiment, c'est une passion. Enfin, ça me prend, quoi. J'adore. Dès que t'apprenais un truc, t'as envie de le pratiquer, tu vois. Donc, hop, tu sors ce que t'as cuisiné, tu mets tout ça en place. Et puis à ce moment-là, je me sens que j'ai une copine qui m'a dit, écoute, vaut mieux que tu sépares tes 2 comptes, le food et parce que j'avais un compte Instagram qui était un peu un ramassis de plein de trucs, quoi. Mes photos de voyage, mes photos perso, et puis mes petits tests en photo food. Et du coup, j'ai créé un compte food et puis ça a pris, quoi. En fait, je me suis jamais dit que c'était un métier. Pour moi, c'était juste une passion, un hobby. Et puis un jour, je me sens que j'ai rencontré une blogueuse food belge qui m'a dit non mais vraiment il y a un créneau. Je dis mais quoi, il y a un créneau, pour moi tout le monde prenait des photos de son assiette. À l'époque c'était quand même encore moins courant qu'aujourd'hui, et donc elle me dit non mais vraiment la façon dont toi tu le fais avec un peu de stylisme, etc., c'est quelque chose qui était pas encore vraiment courant en Belgique, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, en France, c'était voilà, ça existe depuis des années, mais il y a peut-être pas encore cette culture en Belgique. Et puis j'étais là, ah bon, bon voilà, je pensais pas que ça pouvait même être un métier, quoi. Et du coup, j'ai continué en parallèle. Du coup, à ce moment-là, je bossais comme juriste et je me suis, je crois que c'était en 2017, 2018. J'ai pris le statut d'indépendant complémentaire, donc ça correspond au statut d'auto-entrepreneur en France, je pense. Quand t'es employé à temps plein, tu peux exercer sur le côté une activité complémentaire rémunérée, et donc facturée. Moi, je voulais être réglo, et donc voilà, c'était anecdotique. Je pratiquais en parallèle. Je continue à faire des petits shootings à gauche à droite pour les amis d'amis, de bébés, parce que j'adore les gens, donc j'arrivais pas à choisir entre la food et les gens. J'adore faire. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. T'as pas la même interaction. Du tout pareil, mais j'aimais bien. De pancake. Non, c'est clair. Voilà, puis du coup, j'ai continué en parallèle la photo food. Alors, j'étais contactée par des petits restos, des petites marques ici et là. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que
J'ai eu un petit bébé du coup en juillet 2019. Et puis là, tu te dis, ah, mais c'est sympa d'avoir deux activités, mais maintenant que j'ai un enfant, ça commence à faire beaucoup. Parce qu'avant, je pouvais y consacrer des week-ends, des soirées. Sauf qu'avec le petit machin là, ça devenait un peu plus compliqué. Du coup, j'étais passée à 4, pendant mon congé maternité, j'avais changé de boulot, j'étais passée à 4/5e en me disant, bah voilà, je vais y consacrer un jour semaine. Mais en fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Une fois que tu commences à y consacrer un peu de temps, ça devient plus assez de temps parce qu'alors tu t'emballes, tu as des projets, tu te dis, ah ben, je vais faire mon site. Enfin, je vais vraiment officialiser le truc, quoi. Et puis voilà. Et puis alors, pendant le premier confinement, c'est devenu une évidence, quoi. J'étais sous l'eau avec le petit, je l'adore, mais bon, du jour au lendemain, on est J'imagine. mère au foyer d'un petit loulou qui avait 8 mois et besoin d'attention. Juriste à domicile, enfin à domicile, juriste en home working, Ouais, ma fille, ouais. ouais, et mon oxygène c'était de faire des photos, quoi. À ce moment-là, je me suis juste dit en fait c'est une évidence. Même sous l'eau, j'ai encore l'envie, la passion de faire des photos food. Et puis du coup voilà, on a pas mal parlé avec mon homme et je me suis dit que j'allais tenter ma chance, quoi. J'allais voir en tout cas si ça pouvait être. Je pense aussi qu'on se dit que c'est pas possible de faire quelque chose qui nous plaît à ce point-là. J'adorais mon boulot, mais un boulot passion, on a du mal à croire que ça peut être vraiment, ça peut marcher, quoi. Est-ce qu'on a le droit tu vois, d'aimer à ce point-là son taf? C'est pas une, Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. On ouais, se dit, ah non, c'est pas possible de bien gagner sa vie et de faire un truc qu'on adore. ouais, C'est c'est ça. comme, mais ça, je pense, c'est un problème d'éducation aussi parce que limite, on nous a presque appris que notre travail, ben, c'est notre travail, donc bon, qu'on l'aime, mais que c'est pas notre passion. Enfin, tu vois, je trouve qu'on a vraiment cette impression-là que quand tu fais un truc avec passion, ça peut pas être ton travail, tu peux pas en vivre convenablement. Ouais, ouais, c'est Enfin, ça. Tu dis que la passion, ça doit rester le hobby. Et bon après, dans tous les métiers, même ceux qui te passionnent, il y a des aspects plus chiants. On est tout à fait d'accord. La compta, l'admin, voilà, il restera de toute façon une part. Et c'est ça mon angoisse. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est intelligent de faire ça? Parce que finalement, alors tu auras le job dans sa totalité, les plus et les moins. Alors que si tu gardes la photo à côté, bah, tu n'as en tout cas, que le moment le plus gai, qui est pour moi la prise de vue. Alors que si tu passes à temps plein, bah, tu as tout l'aspect recherche de clients, admin, enfin qui prend beaucoup de place. Et finalement, quand tu regardes le dispatch entre le moment où tu prends des photos en termes de tâches et les à côté dans tous les métiers d'indépendants et d'entrepreneurs, mais il reste plus grand chose. Donc, je me suis dit, est-ce que du coup, je perds la passion, blablabla. Et puis voilà. je comprends. En fait, let's go, quoi. On verra bien et on laisse une chance au truc, quoi. C'était juste une évidence, en fait. Ça me prenait tellement. À la base, je me suis dit, je vais essayer de passer moite-moite, tu vois, moitié juriste, moitié photographe. Mais en fait, il y a un moment où les deux se nourrissaient pas, quoi, tu vois. J'ai eu besoin d'y consacrer tout mon temps. Et ça me prenait, quoi. C'était enivrant comme comme passion. Et puis je pense qu'il y a un moment il faut aller all-in, quoi. Sinon tu passes à côté de quelque chose où tu te donnes pas, en tout cas. Moi c'est ma façon, en tout cas à moi de l'envisager et de le vivre. Il y en a qui arrivent à combiner les deux et je trouve ça super. Mais moi à ce moment-là j'y arrivais pas, quoi. Je sentais qu'il fallait que je me donne à fond, quoi. Donc voilà, en plein confinement, Parfait. alors que la conjoncture est au plus bas. Ouais, aussi Mais dit, pour avoir non, t'as raison. Enfin, moi, je suis d'accord à 2000%. Enfin, j'ai un peu un parcours similaire au tien. Enfin, moi, je bossais dans le marketing dans des multinationales. ouais. Et j'ai aussi décidé de tout plaquer comme ça pour vivre de ma passion. Pareil, bah, j'avais pas mal de personnes qui me disaient, mais là, en plus, avec la crise, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et tout. Mais au final, est-ce qu'il y a un bon moment? Enfin, je pense qu'il y a jamais de bon moment. Tu peux toujours te trouver une excuse. Mais Ah, oui. et puis si, et puis ça, bah, et puis voilà, toi, t'as eu un petit bébé il y a quelque temps. Ah bah non, bah peut-être que le bébé, c'est pas le bon moment. Puis après, t'achètes un appartement. Et puis, donc, non, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ta philosophie. Je pense que ça vaut la peine d'aller au bout de ses Jamais rêves. le moment. Après, je dis pas qu'il faut sauter dans le vide. Il faut se préparer. Il faut être sûr parce que ça décollera pas en 2 jours. Il faut pas rêver. Instagram, c'est pas la vie. Enfin, je veux dire, quand on voit et peut-être qu'il y en a qui ont des parcours miraculeux et c'est super pour eux, mais il faut en tout cas se préparer à ce que ça se passe pas en 2 jours, quoi.
Donc je dis pas qu'il faut tout plaquer de manière. Moi j'ai un bébé, j'ai un crédit, enfin j'ai pas non plus pu sauter dans le vide, donc il faut se préparer. Moi ça faisait quelques années que je bossais à côté, donc j'ai mis de côté l'argent que j'avais accumulé avec la photo en me disant c'est celui-là que je vais investir dans un premier temps quand je me lancerai, etc. Mais je pense qu'en effet il y a jamais de bon moment et je me suis aussi dit je serai pas sans rien, tu vois. Si ça marche pas. Ben, je suis juriste, j'ai un diplôme, j'y retournerai. C'est comme si j'avais pris une année sabbatique pour me consacrer à autre chose, quoi. Donc pour l'instant, contente de ton choix? Oui, non, mais ravie. C'est incroyable. Même si je vais pas prétendre que je suis la reine du pétrole, que je suis bookée sur 10 mois, c'est pas vrai. On va pas se mentir. Soyons honnêtes, quand tu démarres, ben, il faut faire ta place. Mais je suis ravie parce que je me réveille avec la banane, parce que c'est ce que j'aime, et c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'envahit, et je suis ravie d'avoir pris cette décision. Et comme tout entrepreneur, bah voilà, je lance mon petit business petit à petit, et une pierre après l'autre, je construis mon château. Donc voilà. Et mais génial, j'espère que tu auras un beau et grand château. Ouais, un grand château avec plein de des chevaux. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe par exemple une semaine type chez toi? Voilà, comment tu t'organises un petit peu dans cette nouvelle vie d'entrepreneur? Bah, du coup, une semaine n'est pas l'autre, à l'inverse de mon passé de juriste, puisque bah, ça dépend des contrats, ça dépend de semaine en semaine. Je regarde ce qui est bloqué. J'essaye de me prévoir des jours que je bloque des jours où je shooterai pas. Donc, si je bloque un client, je le bloque dans les jours où j'ai prévu de shooter, histoire d'avoir des jours que je me réserve à l'admin. Après, si ma semaine est full, bah, je vais pas dire non, tu vois. Mais donc, a priori, je commence par remplir les jours que j'ai réservés au shooting, pour me consacrer, du coup, des jours, à la retouche et à l'admin. Mais donc, une semaine n'est pas l'autre, finalement. Ça dépend vraiment des contrats, des obligations, des fermetures de crèches, parce que l'avantage quand t'es à ton compte, c'est que bah du coup t'es un peu plus flexible. Après, on va pas croire que quand t'es à ton compte, tu fous rien, parce que c'est un peu la croyance. C'est oh bah toi t'es indépendant, tu peux bien organiser ton agenda comme tu veux. Bah oui, mais il y a quand même des obligations. Mais donc voilà, donc d'une semaine à l'autre, si j'ai le petit, si je dois parfois le conduire, si mais bon, a priori j'ai mes journées puisque le petit loulou est à la crèche, et donc bah, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, quoi. C'est un peu au gré. Mais t'essayes quand même de te prévoir, comme tu disais, un jour pour l'admin, des jours spéciaux shooting. Et par contre, la retouche, tu fais tu fais vraiment un jour de retouche. Tu fais pas tes retouches directement à la suite des shootings dans la même journée. Mais écoute, ça dépend. Si j'ai un shooting je le fais quand c'est encore frais, quoi. Mais par contre, j'aime bien aussi dormir dessus et y revenir. Donc, si j'ai un shooting qui n'a duré que la matinée, bah, je vais essayer après de retoucher directement. Si ça a duré la journée, bah, ça sera pour le lendemain. J'essaye de pas laisser passer trop de temps non plus, quoi, pour que ce soit encore frais. Mais par contre, j'aime bien, tu vois, fermer mon ordi et y revenir avec un esprit clair et reposé. Oui, c'est vrai que je pense que c'est une bonne manière de procéder, parce que parfois, en plus, comme tu disais, si tu as déjà un shooting dans les pattes le matin, ensuite tu te mets aux retouches l'après-midi, bah parfois t'es plus forcément hyper fraîche en fin d'après-midi. Et au moins comme ça, quand tu reviens, tu vois peut-être le petit détail ou la chose que t'aurais aimé. C'est toujours un truc. Après, tu réouvres ta photo, tu dis mais zut, je l'ai pas vu ce petit truc là dans le fond. Et donc ouais, c'est incroyable. Parfois, Voilà. tu avais des œillères pendant le shooting ou quoi? Mais t'as la tête dans le guidon, je crois que tu vois le sujet. Et parfois, tu loupes un truc au niveau de la déco autour de ton sujet. Et donc voilà. Bah génial. Et puis toi, du coup, t'as un univers photo quand même que je trouve assez green, enfin assez voilà vert, éco-responsable. Éco-responsable. Je pense que tu prônes ce genre de valeurs. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton univers et sur ce type de photo? Ouais, bah écoute, je suis pas née végétarienne et hyper consciente de mon environnement. Hein. C'est vraiment un petit à petit, quoi. Il y a des années, je suis devenue végétarienne. Donc j'ai commencé par la viande. Au départ, pour des raisons plus écologiques.
Et moi, j'ai juste constaté en lisant, en regardant des reportages et autres, les conséquences de notre consommation excessive de viande sur l'environnement. Et je me suis dit, bah voilà, si moi à mon échelle je peux m'en passer, ce qui n'était pas compliqué pour moi, j'étais pas une grande fan de viande, bah pourquoi pas, c'était un petit effort que je faisais. Et puis bah du coup petit à petit c'est crescendo quoi, tu lis de plus en plus, puis c'est aussi ça devient aussi pour la cause animale parce que t'es conscientisé au quotidien. Je crois qu'il y a de plus en plus d'assos, de reportages sur le sujet, d'articles, et donc voilà, c'était clairement pour des raisons environnementales et pour la cause animale. Et puis du coup j'ai viré aussi le poisson et ma cuisine aussi s'est orientée petit à petit vers le local, le bio, de saison, mais en toute proportion gardée. Je veux dire, je prétends pas être parfaite et on est tous pris dans le tourbillon de la vie et on doit tous se faciliter la vie. Et je crois qu'il faut qu'on se déculpabilise à ce niveau-là. Moi, je pense que l'essentiel, en tout cas, c'est comme ça que nous on le voit, c'est d'avoir en tout cas l'intention de bien faire, être conscient de l'impact, voilà, de la façon dont tu consommes, et puis après, bah, tu fais au mieux, quoi. Donc c'est un petit peu petit à petit, ça c'est devenu une évidence chez nous. Alors je te raconte pas, l'avoir un enfant pour moi ça a été aussi, parce qu'autant pour moi je me permets des écarts, enfin je suis pas aussi tendue, quoi. On essaye au quotidien d'acheter local. De saison, mais on va pas se flageller si on a mangé une courgette, tu vois, hors saison, quoi. C'est pas la fin du monde, mais en tout cas, voilà. C'est des valeurs et c'est Prise de conscience, voilà. tu vois, de faire au quotidien. Mais alors oui, avoir le petit, c'était pour moi, c'était la concrétisation en termes de nutrition de mes valeurs, et c'était juste devenu essentiel aussi pour lui, quoi. Autant pour moi, je m'autorise des écarts, autant pour lui, j'avais l'impression, tu vois, que tout était déterminant. Et pour moi, je pense que la nourriture, c'est essentiel. Et ce que tu ingères, ben, ça a des conséquences en termes de santé, en termes de bien-être, enfin, à tous les niveaux, quoi. Et donc, je suis devenue encore plus, Oui. voilà, encore plus consciente. Moi, je voulais lui donner que des bonnes choses. Bon, après, je dois lâcher prise, évidemment, tu vois, parce que t'as l'impression que tu le façonnes, enfin, tu vois, bon, mine de rien, c'est quand même tu veux le donner que cas, des bonnes tu vois. choses, quoi. Tu voudrais surtout pas donc, bref. Donc, avec lui, ben, forcément, on a continué dans cette voie et ben, du coup bah voilà, ma cuisine elle est végétarienne. Bon, mon homme l'est pas, hein, qu'on se le dise, je suis pas non plus à 100% Donc lui, enfin, la question. il mange encore de la Oui, viande voilà, il en faut plus de rester ta cuisine. ouvert mais par contre, il est conscient, donc s'il achète de la viande, mais il va essayer qu'elle soit, tu vois, que ce soit un achat plus conscient et durable. Mais il en mange. Bon, comme c'est essentiellement moi qui cuisine, il en mange pas beaucoup, le pauvre. Et puis parfois, il va s'acheter sa viande hachée. Il se fait un bon bolo et il est content. Mais donc à la maison, du coup, c'est souvent végétarien. Et puis ben voilà, on essaye d'avoir une cuisine plus responsable, plus durable, avec, comme je le disais, bon, des exceptions et parfois la vie fait que bah, on doit lâcher prise, quoi. Et donc voilà. Et du coup, bah forcément, ce que je cuisine, parce qu'en fait, mes photos à la base, ça a jamais été ça a toujours été ce que je cuisine, je le photographie. Enfin, la démarche au départ, tu vois, c'était pas genre ah ça c'est beau, je vais le cuisiner puis je vais le photographier. C'était bah je cuisine ça donc je le prends en photo et donc bah oui bah mes photos c'est essentiellement ce que je cuisine. Je suis pas du genre à cuisiner un truc que je vais pas manger après, que je vais jeter. Parce qu'on me dit tu manges tout, bah oui et du coup ça reflète ma cuisine et voilà nos valeurs en cuisine, quoi. En tout cas ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, c'est plutôt green, durable, éco-responsable. Et j'ai aussi à cœur, du coup, au niveau professionnel, bah, d'aider des marques qui sont durables, éco-responsables. J'ai envie de pouvoir les aider à promouvoir ce message-là et j'ai envie qu'un jour ce soit juste une évidence pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est mon petit univers green autant que possible. Bah écoute, merci. En tout cas, je valide, hein. J'aime beaucoup ton hiver. Enfin, moi aussi, je suis végétarienne. Et je pense qu'en plus, là, enfin, t'as vraiment en plus, ça s'insère vraiment bien dans l'air du temps. Donc, je pense que ça va aussi Oui, c'est t'aider dans génial. ta prospection de clients parce qu'il y a, Ouais. exact. Et Et même puis, ceux qui mangent, moi je suis pas du genre à pointer du doigt ou tu vois, ceux qui mangent de la viande. Je trouve ça, mais je trouve ça chouette aussi que ceux qui mangent encore de la viande et du poisson
faire de plus en plus conscient et essayer de consommer plus durable et voilà, c'est le cas de mon homme donc je trouve ça chouette. On est dans une vague où on se conscientise, on tient notre petite planète et et on a envie de la préserver du mieux qu'on peut, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait une prise de conscience, mais comme tu disais, aussi de s'autoriser des petits écarts et pas de non plus. Enfin, moi, tu vois, j'adore aussi les fruits exotiques, ce genre de choses. Oui, parfois j'en achète. Et puis voilà, faut pas non plus se stresser à chaque Non, il faut pas. à chaque acte Oui, c'est pas ça. ou peu écologique qu'on fait, parce que sinon après on se pourrit aussi la vie. Je trouve ça dommage, mais Faut pas. Il y en a beaucoup qui sont dans le jugement, mais regarde déjà ce que tu fais, tu vois, chez toi, regarde dans ton assiette ce qui se passe et tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué aussi de se donner une étiquette parce qu'après, on te met dans la case et si t'en sors, tu te fais lyncher. Moi, je vois des nanas qui sont véganes ou quoi sur Internet et qui ont parfois, tu vois, genre, je sais plus, une pauvre fille, elle avait des chaussures qui étaient en cuir. Elle avait pas, enfin bref, elle le savait ou elle le savait pas. Elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux et je dis, mais on peut pas juste saluer, tu vois, les efforts qu'elle fait à côté. Donc t'as finalement parfois pas envie d'en parler parce que tu dis, bon, bah alors après, je vais me faire lyncher si un jour je fais un écart, alors que je trouve qu'il faudrait voir le pot à moitié plein, à moitié plein. vide. Ouais. Plutôt saluer ou en tout cas se réjouir que des gens fassent des efforts, quoi. Personne n'est parfait, il faut arrêter de se la raconter Ouais. en se disant. Je Donc suis voilà. hyper d'accord avec toi. Ce qu'il peut et ce qu'il peut et ce qu'il a envie de faire, quoi. Donc ouais. Et puis toujours dans cette visée durable, j'ai vu que t'es vraiment la reine des faux photos. Et d'ailleurs, je suis Arrête, jalouse. ma couronne. Non. Alors oui, il faut savoir que Lily a vraiment trop de chance. À chaque fois, elle a des voisins ou des gens dans la rue qui mettent des super belles planches en bois dont ils n'ont plus besoin. Donc ça, je suis particulièrement jalouse sur ce point-là parce que ça m'est jamais arrivé. Tu viens faire des poubelles chez moi. C'est ça, je vais m'organiser un petit voyage en Belgique pour aller récupérer des planches de bois. Non, mais mis à part ça, tu fais aussi tes propres photos toi-même. Alors, je voulais savoir si tu pourrais expliquer un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices comment ils peuvent réaliser leurs fonds photos maison et quel est le matériel dont ils ont besoin. Oui, bah écoute, moi en fait j'ai commencé, tu peux franchement commencer la photo food avec pas un radis quoi, ou à part un appareil photo et encore franchement, moi je connais des photographes qui ont commencé avec des boîtiers d'entrée de gamme quoi, mais un bon objectif, enfin bref. Et c'est pareil en termes de fond, j'en voyais plein qui étaient chers et autres et quand tu commences, bah moi mon credo c'était un peu, je peux investir ce que je gagne quoi, tu vois, je vais pas commencer à me ruiner. Et donc dès que je gagnais un peu d'argent, j'investissais etc. Mais au début j'ai vraiment commencé moi-même. Et je me souviens, mon premier fond, j'ai juste testé, j'avais pris une feuille de papier, puis j'avais testé, et je m'étais dit, waouh, trop chouette. Genre, je crois que ma première photo foot sur mon feed, enfin, juste après la phase sépia, prise de vue avec ton appareil photo moyenâgeux, ton téléphone moyenâgeux. La première photo avec mon boîtier, je crois que le fond, c'est juste une feuille de carton, je crois, où j'avais fait un petit test. Et j'ai très vite adoré ça, en fait. Je me suis dit, ah, ça me détend. En fait, j'adore faire des fonds, quoi. Et puis, ça te permet de faire plein de choses, quoi. Tu peux tester, parce que du coup, c'est pas très très cher. J'achète pas le pot de 2 litres de peinture à chaque fois. Et donc, au départ, ouais, en effet, j'ai fait mes fonds moi-même. Enfin, j'en fais moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je m'autorise à me faire plaisir et à acheter des fonds, tu vois, qui sont de vraiment bonne qualité, mais qui coûtent. Tu les achètes où, par exemple? Pardon, petite parenthèse. Non, bah du coup moi mes fonds vinyles parce que j'ai acheté des fonds vinyles à l'époque parce que ça je les trouvais pas très chers et que je les trouvais de très très bonne qualité. Je les ai achetés chez Captured by Lucy. Pour moi c'est marrant, c'est que qu'à l'époque personne n'en avait et je lui avais même dit tiens, il y a des Belges qui en achètent aussi, comme ça on pourrait grouper les frais de port etc. Et non, et aujourd'hui elle inonde le marché et je trouve ça génial parce que ces fonds sont de vraiment bonne qualité. Et les fonds en dur, j'en ai acheté chez Backdrop Woodville, voilà. Mais mais vraiment cette année, hein, ça fait, je te dis, depuis 20, 21, 5 ans, c'est pas une nécessité. Par contre, ils sont pour moi dingues, la qualité est folle et c'est ma petite récompense, quoi, pour ces années de travail, quoi. Franchement, c'était mon petit cadeau de moi à moi, quoi. Mais bon, ils sont chers, mais ça les vaut. Pour moi, c'est un travail de pro. Et puis, il y a les frais de douane. La petite surprise quand le postier arrive à ta porte.
Et les On est d'accord. faut prévoir une petite enveloppe, quoi. Mais en tout cas, tu peux faire de la photo sans avoir des fonds backdrop bout de ville, on est bien d'accord. Et donc, au départ, en effet, j'en ai peint pas mal. Et puis, j'ai trouvé, tu fais les encombrants, quoi. Moi, j'ai toujours adoré recycler. On adore chez nous. On a beaucoup de choses qui sont chinées. On aime bien. Voilà, c'est aussi le green et alors l'ancien, les objets qui ont une âme. Voilà. J'ai de la chance que j'ai rencontré un mec qui est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc, au niveau déco, c'est un peu ça chez nous. Et du coup, j'ai toujours fait les poubelles entre guillemets. Bon, ça fait un peu, ça fait un peu trash de dire ça, mais en tout cas, les encombrants. Avant même de faire la photo. Mais quand je trouvais des trucs, mes potes se foutaient toujours de moi parce que j'ai déjà trouvé des lampes, enfin des objets. Bon, aujourd'hui, c'est quand même c'est plus courant, mais je récupérais pas mal de trucs qu'on dit sur les poubelles, entre guillemets. Et les fonds, après, j'en ai pas trouvé 50 000, mais j'ai trouvé genre ma planche en bois préférée, je l'ai trouvée. C'est marrant parce que je sais plus où c'était, mais c'est un jour sur les encombrants que je l'ai trouvé. Et ouais, mais il faut garder l'œil ouvert, quoi. Quand c'est les encombrants, tu vas te balader un peu. Bon, ce qui est pas pratique, c'est que parfois tu te retrouves à trouver des trucs qui sont intransportables, parce que souvent moi je suis à pied ou en transport en commun. Donc je me retrouve avec Je te vois bien rentrer j'ai eu des bouts de marbre. C'était un café près de chez moi. Et ils avaient, à mon avis, un plan de travail cassé en morceaux. Je me suis dit, waouh, ça peut être sympa, tu vois, pour poser quelque chose dessus. Du coup, j'ai appelé mon mec, je dis, putain, il me faut des bras en plus, il faut qu'on ramène des bouts de marbre. Enfin, bref. et les pieds. Ouais, je suis un cas. Hein. Et donc, avec ce que j'avais trouvé, les fonds que j'avais peints, j'avais mon petit matos de départ et je me suis débrouillée pendant 3-4 ans, quoi. Et donc, comment je l'ai fait concrètement? Écoute, en soi, j'achète des plaques je crois que on appelle ça du MDF, mais en soi, tu fais ça sur n'importe quoi. Hein. Tu peux trouver du contreplaqué. Enfin, si tu prends genre 5 mm, c'est assez fin. Oui, franchement. En fait, il faut pas que ce soit trop fin pour pas que ça gondole. Et en soi, moi, je te dis, j'ai déjà fait ça sur des cartons. Enfin bon, pour moi, c'est pas, et pas trop gros pour pas que ce soit trop lourd, tu vois. Mais un exemple de bon plan, tu vas chez Ikea et on a le droit de citer des marques, hein, on n'est pas dans l'atelier. Tu as le droit de citer des marques que nous ne sponsorisons pas. Ils ont le coin des bonnes affaires. Ouais, mais on est d'accord, Ikea, c'est la vie quand même. Et ils ont le coin des bonnes affaires où ils ont toujours des vieilles portes de cuisine, des vieilles planches de meubles désossées. Et tu prends n'importe quelle planche. Moi, j'ai acheté une planche, mais bon, là, en l'occurrence, dans un magasin de bricolage, t'as des planches qu'ils te découpent. Donc ici, en tout cas, en Belgique, tu peux aller tu l'achètes et ils te la découpent. Donc moi, je la découpe en 60, 90, je crois, voire plus petit. Et sinon, je te dis des bêtes planches. Tu trouves une planche en rue. Il faut juste pas que ce soit laqué, tu vois. Sinon, la peinture tient pas. Mais une planche un peu porte, ça fera l'affaire. Dépendant du coup de la texture de ton bois, tu peux mettre un primaire, tu vois, une peinture pour éviter qu'après la peinture ne soit trop absorbée. Un enduit, c'est ça. Voilà. Donc moi je mettais un primaire et alors moi ce que je fais c'est que je vais acheter des échantillons. Donc en magasin de bricolage, tu vois les petits pots, je sais pas combien de millilitres c'est, 10, 15, j'en sais rien, de peinture. Et tu prends une petite palette, quoi, je dirais de 2, 3, 4, 5 pots en fonction de ce que tu as envie. Et du coup, tu peins. Tu laisses libre cours à ta créativité. Moi, je prends une éponge en général, mais parfois, je m'emballe un peu de rouleau à pâtisserie, des rouleaux à On voit la passion jusqu'au bout. On y va. Franchement, c'est trop chouette parce que tu peux pas mal faire un fond photo. Tu peux y aller avec n'importe quoi. Tu peux prendre la fourchette et faire des grattes. Tu peux prendre une carte de banque et voilà. Mais à la base, juste avec une éponge, t'es bien. Et puis sinon, tu peux aller faire des grattes, prendre une brosse à dents, faire des petites, tu vois, je sais pas comment on t'explique là. C'est pas mal le petit coup de la brosse à dents. Dis ça en plus, j'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, mais ça me vient là. Je me dis, oui, tu peux faire des petites tâches, tu vois. Oui, moi j'avais fait des petites tâches parce que j'ai aussi fait quelques fonds maison et justement j'avais pris la pointe d'un pinceau pour ensuite la presser et faire des petites gouttes de peinture, mais c'est pas mal la brosse à dents aussi. Voilà. Utile et intéressant pour nos auditeurs. Une belge qui fait plein de DIY, qui avait fait elle sur une poterie, je crois. Elle a des petites taches noires pour un peu moucheter, mais du coup bref, ça pourrait d'office marcher avec un fond. Je l'ai jamais fait, mais ça me donne envie d'essayer. et donc voilà, tu prends une éponge, tu tapotes, tu joues, tu réajustes. Tu peux pas mal faire. Et si vraiment t'aimes pas le résultat, bim, tu repeins dessus. Moi, j'ai fait plein de fonds que je déteste aujourd'hui parce que c'est pas mes couleurs, mais je voulais trop essayer. Donc au début, je m'emballe. Tu vois, j'avais acheté des palettes de couleurs de plein de couleurs différentes. J'ai fait des fonds roses que j'aime plus, des fonds turquoises que j'aime plus. Tu repeins dessus, quoi.
Ouais, Vraiment, proche de pas grand-chose et au moins tu as la liberté de faire ce que tu as envie, d'aller vers des couleurs qui te plaisent. Donc voilà, c'était mon expérience avec les fonds photos maison. Bah écoute, un grand merci. Bah, je trouve ça super. Et ce que j'aime beaucoup, comme tu disais, c'est qu'en fait, parfois, on se dit, ah non, mais pour commencer la photo culinaire, il faut un budget de malade et Et tout. Mais non, en fait, et non. non, franchement, on peut vraiment s'en sortir à petit prix, bah, soit en commençant avec le smartphone. Enfin, moi, j'avais vraiment commencé comme ça. C'était plus un hobby. Et pareil, je faisais des petites photos un peu de ce que je mangeais, un peu entre guillemets à l'arrache, sans vraiment de réflexion sur la composition ni rien. Et bah voilà, comme tu disais, un peu n'importe quel fond peut faire l'affaire pour débuter. Et bien sûr, Mais oui, on a non, la en termes de possibilité. maths, faut pas se ruiner. Tu vas dans les armoires de ta grand-mère, tu chopes des chouettes petites assiettes. Du moment que c'est mat, tu trouves ça partout. Comme fond, une autre idée, c'est des draps. Tu vois, juste une nappe ou un truc un peu chiffonné, une vieille planche. Franchement, tu peux franchement débuter avec un budget pas conséquent du tout, quoi. Il faut pas investir. Je pense que l'essentiel d'abord, c'est de pratiquer. Tu vois, c'est pas d'abord d'avoir tous les accessoires, le dernier boîtier à la mode. C'est de pratiquer avec ce que tu as sous la main, quoi. Et puis justement, c'est intéressant parce que tu te challenges, tu te dis, ok, voilà, ça c'est ce que j'ai, quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi. Moi, j'ai commencé sur le sol de ma cuisine, avec les carreaux, je jouais avec tu vois, avec la symétrie. Vraiment, tu commences avec rien du tout, quoi. Et puis petit à petit, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Voilà. Exact. Non, mais même, je pense que c'est presque mieux parce que quand tu as trop de matériel, parfois, ça peut aussi avoir l'effet inverse parce que tu peux te dire, ah, bon, bah alors, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que, enfin, tu vois, d'un point de vue stylisme, construction de ta femme, je trouve que quand tu débutes, moi, quand j'ai débuté, j'avais acheté quand même pas mal enfin, de props, de vaisselle, etc., mais sans trop savoir en plus dans quel sens j'allais. Et parfois, après, tu te bloques encore parce que tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce que cette assiette-là serait mieux? Ou ça aussi. Donc, parfois, finalement, commencer de un sans trop se ruiner et avec des bases, je pense que c'est Oui, vraiment et une ça bonne permet approche. d'affiner ton style parce que moi, au début, pareil, tu vois, j'avais acheté des petites assiettes en émail avec un bord rouge et aujourd'hui, je les utilise jamais parce que tu dis, ah, ça marche bien, etc. En fait, ça te permet de prendre le temps de voir ce qui te plaît et de vraiment cibler quand tu vas acheter alors ta vaisselle, d'acheter des trucs que tu sais que tu vas utiliser. Au début, tu t'emballes, t'achètes des trucs de couleurs, puis en fait, tu réalises que bah, les couleurs neutres, ça marche mieux, t'as plus de possibilités, enfin bref. Et donc moi, il y a des trucs que j'ai achetés au début, bon, sans me ruiner, parce que tu peux franchement trouver, tu chines des trucs ou tu vas trouver dans des grands magasins, tu peux te faire une petite vaisselle de départ, mais que j'utilise plus vraiment. Donc en fait, d'attendre, ça te permet aussi voilà, le jour où tu achètes, ben, d'acheter des choses qui te correspondent et avec lesquelles tu peux travailler. Le but, c'est pas non plus, moi, j'aime pas l'idée d'acheter un truc pour un shoot, quoi, parce que c'est à la mode. Dis-toi, est-ce que je vais le réutiliser, quoi, est-ce que ça va me servir sur le long terme? Mais tu peux franchement commencer avec pas grand-chose, quoi. Ah, merci pour ces bons conseils et ces astuces. Et sinon, j'ai vu que tu shootes aussi pas mal en lumière artificielle. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner tes conseils pour avoir des belles photos avec une lumière artificielle? Bah écoute, en fait c'est nouveau, hein, donc je vais pas prétendre être la reine de la lumière artificielle. J'ai toujours shooté en lumière naturelle jusqu'à il y a quelques mois et j'adore ça et je pense aussi que c'est important de commencer par maîtriser la lumière naturelle avant de passer à autre chose. Et je savais qu'il y avait des photographes que j'adore qui ne travaillaient que en lumière naturelle et je me suis dit ouais moi aussi je fais que la lumière naturelle. Et puis Est-ce que tu as un exemple de photographe là à qui tu penses? oui, Beata Lubas. Je crois qu'Eva Cosmas, Flores, elle fait aussi que de la lumière naturelle et je trouve ça génial. Mais ce qui est top quand tu fais ça, c'est que ça te pousse dans tes retranchements, quoi. Et que les gens qui font ça à temps plein, bah dis-toi qu'ils arrivent à shooter, ils peuvent pas juste se réserver 1 heure par jour pour faire leurs photos, puisque il faut qu'ils puissent shooter toute la journée ou presque. Et donc ça leur permet de se challenger, quoi. Donc c'est des personnes qui maîtrisent la lumière naturelle parce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, où il fait vraiment plus sombre, mais ils doivent sortir quelque chose qui ressemble à une photo qui est prise en plein jour avec une bonne lumière, quoi. Et donc, je trouve ça génial. Et donc, pendant des années, je me suis exercée avec la lumière naturelle. Et puis, je sais pas, j'ai eu envie de tester, quoi. Je me suis dit, OK, qui peut le plus, peut le moins. Et avant de dire que je joue qu'en lumière naturelle, je veux en tout cas pouvoir, peut-être pas maîtriser, mais apprendre à connaître la lumière artificielle pour avoir ce backup, quoi. En fait, quand je shootais le livre de recettes, je me suis dit, OK,
Pour le livre, j'aimerais qu'il y ait quand même une régularité au niveau de ma lumière. Et comme je shootais toute la journée et que la lumière changeait, c'est pas mal de boulot en post-prod pour avoir cette régularité. Et donc ça m'a titillé, quoi. Je me suis dit allez, j'ai envie de chipoter, j'ai envie d'essayer. Et voilà. Et donc ça m'a pris. J'ai pas investi beaucoup. Je me suis d'abord dit je vais voir si ça me plaît parce que j'étais aussi convaincue que la lumière artificielle, ça donnait pas comme la lumière naturelle. J'aimais tellement la lumière naturelle que je me suis dit ça va pas être beau. Ouais, on fait pas Après, trop sur nos... c'est pas vrai, t'as des pointures qui shootent en lumière de l'artificiel, on dirait la lumière naturelle et c'est beau. Et puis parfois, on voit que c'est l'artificiel, mais c'est un style. Donc en fait, il faut vraiment essayer de trouver ce que toi tu aimes en photo. Et en fait, si tu peux l'obtenir avec la lumière naturelle, c'est super. Et si tu réussis à avoir cet effet-là avec la lumière artificielle, c'est génial aussi. Et donc en fait, moi voilà, je me suis juste dit aujourd'hui, ça c'est la lumière que j'aime sur mon set. Je peux l'obtenir en lumière naturelle. Est-ce que je peux y arriver avec la lumière artificielle aussi? Et en fait, j'ai testé et j'ai adoré, quoi. Et ça me permet, moi, qui suis quelqu'un d'assez perfectionniste et d'assez stressé, je veux toujours bien faire et j'avais besoin de sentir que je maîtrisais mon environnement, tu vois. Et que même si la lumière change, si même on se retrouve le soir, genre la photo que j'ai faite et que je préfère, je l'ai faite à 23h, je crois, dans mon garage avec ma lumière artificielle, quoi. Et j'avais besoin de maîtriser, quoi. C'est laquelle, du coup, ta photo préférée? C'est parce que c'est une photo voilà, qui me tient à cœur, qui reflète un petit peu ma cuisine, mes intentions en photo. C'est une photo avec plein de légumes verts. Et du coup, ça m'a pris le soir à 22h et du coup, j'avais pas le choix que de faire d'utiliser la lumière artificielle. Et j'aime bien, quoi. Puis après, c'est gai quand tu touches à autre chose. T'as de nouveau cet engouement de découvrir, de vouloir tester, etc. Et donc, je me suis pas ruinée. En fait, j'ai simplement commencé, moi, avec mon flash Cobra. J'avais un flash qui datait des années où j'ai un peu touché au mariage. Et j'ai acheté une softbox. En fait, non, à la base, c'est pas vrai. Il y a des années, j'ai acheté 2 box de lumière artificielle, mais constante, tu vois. Donc, pas des flashs. Mais j'ai jamais vraiment accroché. J'avais fait une photo avec et je les ai jamais vraiment utilisées. Et donc là, par contre, j'ai essayé. Je me suis mise à la lumière artificielle, mais avec le flash. Et c'était chouette, quoi. Ça m'a ouvert des possibles, en tout cas. Tu vois, c'est clair que quand la lumière naturelle est là et qu'elle est bien, moi, je préfère. Ça, c'est moins de technique. C'est moins de bordel et tu peux juste te concentrer sur ta photo. Mais en tout cas, ça me laisse la possibilité d'aller plus loin quand la lumière est pas au top. Et ça me permet, moi, de me rassurer et de me dire, OK, quelle que soit l'heure, les conditions, je peux shooter, quoi. Et donc voilà. Donc c'est récent, hein, ça fait quelques mois que je m'y suis mise, mais j'aime bien. Et du coup, mon objectif, c'est d'arriver un petit peu à avoir le même rendu avec la lumière naturelle et la lumière artificielle pour pouvoir obtenir ce que j'aime et j'aime l'idée de maîtriser, on ne maîtrise jamais rien du tout, mais tu vois, ça me rassure de savoir que je maîtrise mon environnement et que je peux en tout cas assumer ma prestation quelles que soient les conditions atmosphériques environnantes, voilà. C'est ce que j'allais dire et ça donne aussi de la flexibilité vis-à-vis d'un client. C'est tout d'un coup il faut sortir une série de photos rapidement et puis tu dois shooter le soir ou que voilà c'est l'hiver et qu'il y a plus de soleil, enfin il y a une mauvaise lumière à partir de 17h. C'est vrai que je comprends, c'est rassurant et moi aussi j'aime bien savoir que je maîtrise la situation d'une certaine manière. Donc c'est toujours agréable de savoir que tu peux gérer ton environnement. Oui, c'est ça. Quel que soit du client, tu sais que tu pourras assumer, quoi. Même si c'est on location et que tu dois te déplacer dans un resto, tous les restos sont pas baignés de lumière naturelle. Donc, ça te permet de te dire, OK, je l'ai en backup et voilà. Après, il y a des gens, et j'adore, il y en a qui sont des kamikazes et qui savent que ça ira. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir à l'avance que ça va aller. Et que je vais maîtriser. Et donc, voilà, d'avoir mon petit flash en backup, ça me rassure. Et tu fais beaucoup de shooting pour les restaurants, d'ailleurs? Petite parenthèse, du coup, plus du tout depuis, plus vraiment beaucoup depuis le confinement. Mais avant, j'en avais fait quelques-uns, ouais, j'aime bien. Est-ce que tu as un petit conseil rapide, peut-être, pour pour shooter en restaurant? Non, pas spécialement. Je dirais, à l'époque où je shootais pas au flash, je dirais, allez-y en pleine journée, quoi. Parce que je me souviens d'un shoot que j'ai fait
la nuit, c'était en hiver et du coup c'était pour un event en soirée. C'était plus compliqué. Après ça dépend du rendu que t'aimes, hein, mais moi j'ai jamais aimé shooter, tu vois, en montant beaucoup mes ISO avec des lumières jaunes et très tamisées. Il y a des photographes qui font ça super bien et c'est super. Mais moi j'aimais la lumière naturelle à ce moment-là et j'étais moins confortable en pleine soirée sans flash. Donc voilà, choisissez le créneau et puis bien débriefer avant avec le resto sur essayer d'avoir déjà des visuels du resto pour pouvoir anticiper là où vous allez vous placer, avoir une idée claire de ce que vous allez shooter, des intentions du client et autres quoi. Voilà. Voilà, donc bon, évidemment, comme dans chaque projet de photo, bon brief en Ouais. avant, en amont, à l'avance, en amont, bonne connaissance des besoins du client, bonne Voilà, préparation, comme et d'habitude. évidemment, faire attention, être sensible à l'environnement et surtout à la météo au moment de la journée, bien sûr, pour pas débarquer à 20 heures au restaurant, alors que tu veux faire des photos Ouais, lumineuses. c'est ça. Ouais. Et justement, tu nous parlais aussi de l'autre projet, enfin d'un autre projet de livre de Oui. cuisine pour lequel tu as shooté des photos. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, bah écoute, c'est ça. En gros, j'ai rencontré Ella du blog Megalo Food sur Instagram. Il y a des années, on papotait pas mal. Puis elle a eu une petite louloute un peu avant moi. On avait un petit peu la même vision de la cuisine, etc. Et on a pas mal discuté, on a appris à se connaître et elle aimait bien mon travail. Et puis elle avait déjà sorti un bouquin et elle avait le projet d'en sortir un autre. Et puis à l'époque, elle m'avait dit bah tiens, si je sors le deuxième, le premier elle l'avait shooté elle-même et puis bah du coup comme elle avait eu une petite fille entre temps, elle avait moins de temps, elle m'avait dit bah si je sors le deuxième, c'est vrai que j'aimerais bien confier les prises de vue à une photographe pro. Est-ce que ça te plairait? Moi j'avais dit oui à fond, avec grand plaisir. Et puis ben voilà, une chose en entraînant une autre, on s'est retrouvés ici à shooter ça. On est dessus depuis janvier. Du coup, elle crée les recettes et c'est particulier parce que moi, comme on est confinement oblige, on a dû chacune rester dans nos pays respectifs puisqu'il y a un moment où je pouvais carrément plus passer la frontière. Parce Eh qu'on aurait oui. pu à l'époque, tu vois, se faire des journées de shooting. Elle est près de Paris où elle cuisinait et moi je shootais sur place. Mais voilà, Justement, c'était ça ma question. confinement oblige, en fait, on a fait ça à distance. Elle crée les recettes, elle me les envoie, on débriefe en amont sur les détails de la recette, sur les visuels, et puis moi je shootais ici du coup dans mon studio avec elle en visio. Enfin, en tout cas, je lui ai envoyé les visuels pour qu'elle puisse valider, et on a fait ça. Du coup, on a dispatché sur quelques mois. Et on est dessus depuis janvier. Et là, c'est fini. Les visuels sont terminés. On a envoyé ça à la maison Yes, d'édition. On s'est trop trop bien, bravo. excité. J'ai tellement hâte, Bah, ouais, de l'avoir entre les mains. C'est vraiment comme un j'imagine. accouchement. C'est comme un accouchement. On accouche de ce bébé à deux. Alors, Mais j'ai jamais accouché, mais j'imagine. Enfin, jamais, pas encore. Mais oui, oui, j'imagine tout à fait ce que tu veux dire. Et surtout là, en plus, avec les contraintes auxquelles vous avez été confrontés, j'imagine que vous allez être encore plus contente d'avoir oui, non, vraiment c'est clair. le Mais non, mais résultat c'est chouette et ça permet entre de les se mains. dire que c'est possible aussi, tu vois, de réaliser des recettes qui ont été conçues par quelqu'un d'autre à distance pour peu qu'on soit clair, tu vois, en amont. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi en chemin. C'est que quand quelqu'un conçoit une recette, toi, t'es pas dans sa tête. Donc, il faut être vraiment clair au départ sur comment la personne l'a visualisé, l'a envisagé, même en termes de cuisson, tu vois. Est-ce qu'elle l'a vu plus grillé, moins grillé? Mais donc c'était une super expérience et puis ça m'a permis aussi de voilà d'affiner un petit peu ma pratique et pour les shootings à distance et ouais, belle réalisation, trop hâte. Là j'ai vu le visuel de la couverture, elle m'a envoyé ça hier. Oh, j'étais émue. Je me Ah, je suis dit, comprends. waouh. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Bah, bon, évidemment, j'imagine que tu vas tout partager sur Oui. ton compte Insta et tout. Donc, je me réjouis vraiment de voir ça. Ça va être génial. Et du coup, il sort quand ce livre?
Je crois que c'est. Faudrait que je vérifie. Je vais pas donner de date maintenant parce que je suis pas certaine, donc je voudrais pas D'accord. faire d'impair. Oui. Non, mais en tout cas, c'est chouette. On va bien suivre ça sur ton compte Insta et puis je me réjouis de voir. Je suis sûre que ça va être Non, c'est magnifique. chouette. Et les recettes sont dingues parce que du coup, à chaque fois, on les mangeait, forcément, puisqu'on ne jette rien ici. Et c'est express et puis c'est IG bas. Donc franchement, c'est des chouettes inspirations. Je crois qu'on a toujours besoin de recettes rapides dans la vie, ça dépanne bien. Et du coup, Exact. j'ai hâte de l'avoir aussi parce que je vais les refaire moi. Je voudrais les avoir centralisés au même endroit. Et non, je crois que je réalise pas bien que dans ma bibliothèque, il va y avoir un livre et ce sera celui que j'ai shooté, quoi. Je réalise pas bien, mais j'ai hâte. Voilà. C'est magnifique. Bah, franchement, beau projet. Et puis, j'ai vu que tu as réalisé un autre projet super sympa. C'était l'organisation d'un workshop sur la photo culinaire avec Maciel de MZ Cuisine. Ça avait Oui. l'air vraiment top. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'organisation d'un tel événement et puis bah, comment ça s'est passé le jour J? Bah écoute, c'est un truc que j'avais en tête depuis un moment. Je trouvais chouette d'inviter des photographes que j'adore et que j'admire pour venir, voilà, pour co-hoster un workshop. Et puis du coup, j'ai d'abord pensé à Maciel que j'adore et dont j'adore le travail. Je trouve que c'est quelqu'un qui est créatif à souhait et puis elle est d'une gentillesse, d'une douceur incroyable. Je crois que si elle n'était pas photographe, elle pourrait se lancer dans le développement personnel parce que rien que sa voix, Je suis d'accord, elle est très apaisante. comme jamais. Donc, et du Voilà, Maciel, il y a peut-être un concept à développer. ouais, c'est ça. Si tu nous entends. Et puis, bah, du coup, ça s'est fait petit à petit. J'ai contacté, en fait, en Belgique, il y avait un studio, parce que je voulais un cadre qui soit pro, et dans lequel il y ait de l'espace. Donc, il y avait un studio dans lequel il y a une cuisine, en Belgique qui était hyper sympa, baignée de lumière. Donc, je les ai contactés. Ça s'est fait tout naturellement. Enfin, j'ai d'abord proposé à Maciel, qui était emballée, donc j'étais ravie. J'ai trouvé le studio, puis j'ai une amie nutrithérapeute et qui faisait du catering aussi, à qui j'ai demandé de faire le buffet. Et puis on a lancé l'event et puis ça a pris et les gens se sont inscrits et le Covid est arrivé donc on a dû l'annuler. Je crois qu'à la base c'était en mars de mémoire. Enfin bref, en tout cas c'était pendant le premier confinement et du coup on a dû tout annuler. Et on savait pas quand on pourrait le réorganiser, quoi. Du coup, quand on a été déconfiné, je crois fin mai, bim, on a sauté sur l'occasion, on l'a replanifié et je crois qu'on l'a fait en juin. Oh, j'ai Alzheimer, c'est horrible, je me souviens plus des dates. T'inquiète pas, moi non plus, je suis pas du tout bonne en date et parfois Ouais. je me dis mon Dieu, parce que tu sais, t'as les gens qui te regardent genre comme ça, tu t'en rappelles pas, bah non. Donc pas de souci, mais en gros voilà, il a été reporté par rapport à la date Voilà, puis du coup, initiale. ça s'est fait et c'était une expérience extra. On a rencontré plein de chouettes personnes. Moi, ça m'a permis de concrétiser des relations virtuelles jusque-là avec des Belges, des blogueurs et des photographes belges qui sont venus. Moi, j'avais préparé pas mal de trucs pour les exercices pratiques, donc et puis on avait collaboré avec deux personnes, une qui avait fait un gâteau, l'autre qui avait apporté des biscuits. Et voilà, et ça a duré une journée, c'était une super expérience. Voilà. Génial. Donc il y avait forcément, j'imagine, une partie théorie, Voilà, une c'est ça. partie On a commencé pratique. par une partie plus théorique et puis alors on a fait on avait un buffet avec des gâteaux, essentiellement du sucré et puis on est passé à l'atelier pratique. Voilà. Et du coup, forcément, t'avais apporté, j'imagine, des fonds photos, des Oui, c'est ça, des props, du accessoires. Les gens matériel. servaient et réalisaient leur shooting et nous on était là pour donner des conseils et puis après on a tout mangé. Voilà, on a fini Mais sur un génial, hein, c'est pied. encore mieux avec la petite partie dégustation à la fin. Voilà. Bah ouais. Top. Non, ça avait l'air vraiment génial. J'aime beaucoup ce genre d'événement et je trouve ça hyper chouette de, comme tu dis, bah voilà, pouvoir se rassembler entre personnes qui partagent les mêmes, enfin voilà, les mêmes passions, enfin la même passion pour la cuisine, la food et tout. Je trouve vraiment génial. Donc j'ai beaucoup aimé ton workshop qui avait l'air magnifique en plus dans ce studio. Je me suis dit waouh.
Ouais. Dommage que j'habite pas en Belgique. Non, Sinon, je serais venue. le studio est trop chouette. C'était vraiment un espace magnifique et c'était une belle expérience. Voilà. Et puis récemment, j'ai aussi vu que tu as participé à un gros shooting photo. Alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelques infos un peu behind the scenes et nous expliquer comment ça se passe, ce type de gros shooting, quel est le matériel, quelle est l'organisation un peu de la journée? Ouais, bah du coup, en gros, en toute transparence, je me suis incrustée sur un shooting. Donc j'ai Mais un t'as raison, moi je valide. il faut, enfin moi c'est comme ça que j'aime. En plus après un an de confinement, quand tu lances ton activité en plein confinement, tu rencontres personne. C'est un métier hyper solitaire. Moi j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de discuter photo food avec plein de gens. Alors c'est pas toujours facile hein, parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas spécialement envie de partager quoi que ce soit avec toi. Ah, Quand c'est c'est vrai, t'as été confrontée à oui, ça. ben voilà, c'est la vie, t'as des gens qui partagent, t'en as d'autres qui partagent pas. Bon, bah, c'est à respecter. Moi, je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu dommage parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime rencontrer, qui aime discuter, et voilà. Et donc, et même aller assister sur des shootings. Après, je peux comprendre, il y a des photographes qui ont peut-être pas envie de s'ennuyer avec quelqu'un, tu vois, qui est là à regarder. Mais bon, après, je l'avais pas encore fait, hein. Mais là, c'est parce que l'occasion faisait le larron. C'est un ami qui devait shooter des plateaux repas pour une compagnie aérienne. Et moi, ce jour-là, bah, j'avais un agenda assez light, donc je lui ai dit, ah bah tiens, je viendrais bien t'accompagner. Puis il m'a dit, bah pourquoi pas. En plus, comme tu proposes aussi des prestations de styliste culinaire, ça peut être utile. Et puis donc il y a là quoi. Donc c'était chouette parce que en termes de behind the scene, qu'est-ce que je peux t'expliquer? Bah, du coup, il y avait mon pote qui faisait les photos, il y avait moi avec ma petite pince à épiler qui intervenait pour faire un peu de stylisme quand c'était nécessaire. Et puis du coup, on avait un autre photographe qui lui a souvent appelé en renfort pour tout ce qui est lumière. Donc lui, il a un matos de malade. Je crois qu'il doit avoir 3 caves euh, de, 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 Oui. de matos de lumière artificielle et autres. Et donc lui, il vient comme ça. Lui, il gère la lumière. Si t'as un petit bug, bah, tu lui dis tiens, là, ça manque de lumière. Faudrait peut-être qu'on mette une backlight là, que tchic, que tchac. Et donc on était 3 avec les clients et ça a duré la journée. Donc c'était assez sympa comme expérience. Et voilà, je sais pas trop ce que je peux te dire de plus par rapport à ce moment. Donc c'est vrai que j'avais vu que vous aviez un matériel impressionnant pour la lumière et l'éclairage. Je me suis dit waouh, waouh, waouh. Donc comme tu disais, voilà, tout ce matériel, il a été apporté par ces autres photographes Ouais, spécialistes en lumière. ouais, voilà. Ils bossent souvent en binôme quand ils bossent sur des lieux de shooting où il aura besoin de lumière artificielle. Bah du coup, l'autre photographe vient et fournit le matos, le place et voilà. Il maîtrise super bien son sujet, donc c'est facile. Il est là et puis il peut intervenir quand il y a des modifs à faire, quoi. Et puis vous aviez fait combien de sets environ dans la journée? Ouf! Je sais plus. Bah, en fait, il y avait 2 sets parce que il y avait à chaque fois un set sur un fond blanc pour des pack shots et puis un set plus stylisé. Donc il y avait 2 sets de shooting, mais combien de plats on a shooté, je sais même plus. Beaucoup. Ok, donc vous aviez vraiment une organisation, enfin forcément, j'imagine, une grosse préparation aussi en amont et puis vraiment organisation Oui, mais fluide. en termes de stylisme, c'était pas fifou, hein, puisque c'était des plateaux repas. Il fallait pas venir avec ta cuillère vintage, ton petit, tu vois, De la ton brocante. petit tissu et tes miettes. Hein. Donc là, c'était vraiment du stylisme food, quoi. C'est plutôt dans l'assiette, vérifier que tout a l'air frais et bien disposé. Mais il n'y avait pas vraiment de décorum, donc on pouvait enchaîner, quoi, tu vois. C'est juste qu'on shootait sur différents fonds, un fond packshot blanc et puis des fonds plus colorés. Mais il n'y avait pas un stylisme qui normalement prend plus de temps que ça à mettre en place, quoi. D'accord, donc c'était vraiment une mise en scène enfin voilà, minimaliste, juste pack shot ou plateau repas et puis bah voilà, toi t'étais là pour un petit peu Voilà. sublimer les ingrédients et donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup d'eau. Voilà, c'est ça. Et puis merci. Et puis je voulais finir avec une petite parenthèse un peu plus orientée entrepreneuriat.
Notamment, j'ai vu que tous les matins, tu proposes une petite story morning patate pour commencer la journée du bon pied, ce que je trouve ultra sympa. Et je voulais savoir quels sont tes secrets pour avoir autant d'énergie, surtout le matin. Oh my God! Non, mais il faut pas croire que je suis tout le temps de bonne humeur et tout le temps plein d'énergie. Hein. Soyons vrais, parlons franchement. J'ai mes moments évidemment plus down. Non, mais par contre, ce que je trouve chouette, c'est que du coup, ça me met dans ce mood, quoi. Tu vois, je dis pas que je me réveille tous les matins avec un teint de jeune pousse et une patate d'enfer. Mais Tu travailles pas en mode Teletubbies, non, éjecté en sur fait, le ça passe lit. plutôt du matin, donc je suis pas non plus du genre à me lever du pied gauche. Bon, et depuis que je fais ce que j'aime, je crois que je me réveille bon, oui, essentiellement de bonne humeur. Après, on a tous des petits tracas dans la vie qui font on n'a pas toujours la banane H24. Mais donc je n'ai pas de secret non à partager pour être tout le temps de bonne humeur parce que je le suis pas forcément tout le temps non plus, qu'on se le dise. Mais la morning patate, c'est marrant parce j'ai plein de retours super positifs par rapport à ça. Et c'est juste que moi j'adore. En fait, je regarde. Bon, après, j'adore danser. J'adore. Ouais. Bon, après le confinement, ça a fait qu'on n'a plus vu grand monde, on n'a plus pu aller danser, tic tac toc. Et donc moi, de voir ce genre de vidéo, ça me file la banane, quoi. Et donc parce que j'ai trop envie de retourner, de ressortir avec des amis. Bon, maintenant ça va, ça reprend et ça fait du bien. Mais en fait, en voyant ce genre de vidéos, ça me filait la pêche et je me disais que tout le monde les voyait. Finalement, je réalise que non et je me suis dit, tiens, si je partageais ça avec tout le monde, histoire qu'on se file un petit coup de fouet collectif de bon matin, quoi. Donc voilà. Je crois que quand t'es pas bien, faut juste te mettre dans les conditions qui feront que tu seras mieux. Et donc de regarder ce genre de vidéos, ça motive, quoi. Ça file la banane et puis yallah pour la journée, quoi. Ah, écoute, merci. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices entrepreneurs, soit pour booster un peu leur business, soit quand ils ont un peu une petite baisse d'énergie, voilà. Est-ce que tu as un conseil général à partager avec eux? Oh là là, c'est dur. Hé, hé c'est la question, c'est la dernière question. Ouais, je suis là, Last je suis but pas not prête. least. Je suis pas prête. Attends, un conseil? Oh, je sais pas. Je dirais relativiser, garder en tête son objectif, se dire que c'est pas tous les jours facile, mais que c'est le cas pour tout le monde. Je crois que parfois les réseaux sociaux, moi j'ai cette relation d'amour-haine. Enfin, j'adore les réseaux sociaux parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires, que j'ai appris plein de choses. Mais parfois c'est un peu anxiogène, quoi, et qu'on se le dise, et c'est normal, et parce que les gens montrent en général ce qui va bien et c'est normal, et ce qui va pas, c'est de l'ordre du privé. Enfin, le but c'est pas non plus d'aller se répandre, tu vois. Donc parfois on en conclut que la vie des autres elle est extraordinaire et que la sienne elle est toute pourrie. Enfin, dans les grands moments de doute, hein. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Donc relativiser, se dire que voilà, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, en tout cas pas à 100%. C'est une partie de la vraie vie des gens, quoi. Donc relativiser, se dire que voilà, essayer de garder en tête son cap, en tout cas ici par rapport à la photo, pratiquer. S'il y a un truc qui va pas, bosser là-dessus et essayer de voir les choses un jour à la fois, quoi. À chaque jour suffit sa peine et ne pas voir la montagne, sinon on n'avance pas, mais de se fixer des petits objectifs de semaine en semaine et de tracer sa route en essayant de se concentrer sur soi, sur ses objectifs et voilà. C'est très bien. Et toi, justement, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas coach business, hein, donc vous m'excuserez. Non, Le conseil. non, mais c'est top. Ne t'inquiète pas, le but c'était pas du tout d'avoir une approche de coach ou quoi que ce soit, mais plutôt que toi, qui t'es lancé dans l'entrepreneuriat, partage avec ton vécu, ton ressenti, tu vois, un challenge auquel tu t'es retrouvé confronté, notamment justement ce climat un petit peu anxiogène d'Insta, et de donner avec ta propre expérience un conseil à nos auditeurs. Donc c'était parfait. Non, non, je valide. Et justement, pardon, vas-y. Non, je disais, comme tu dis, c'était parfait. Je me donnais une petite gommette 10 sur 10.
Well done. Well Je done. te remettrai. Non, je rigole. T'as rattrapé la dernière question, tu pourras revenir. Non. Et justement, toi, quand tu te retrouves dans cette situation un peu anxiogène, tu disais notamment par rapport à Instagram, qu'est-ce que tu fais? Bah, je te dis, j'essaye de me reconcentrer sur moi, de me dire que voilà, que je vais y arriver. J'essaye de faire fi, quoi. C'est normal, parfois t'es pris par des vagues d'angoisse et que ce soit par rapport à des choses de la vie au quotidien, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux ou autres, bah tu te dis ok chill, on ferme, on se concentre et puis tu fais des choses qui te plaisent, quoi. Pardon. Et Bah, te parfait. sentir bien, quoi. Bah écoute, merci Lily. Je pense que ça sera le mot de la fin. Faites ce qui vous plaît et vraiment, voilà, ce qui vous fait vous sentir bien et ne vous stressez pas quand vous voyez tout ce qui a l'air parfait sur Insta. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Donc, je voulais vraiment te remercier pour ton temps aujourd'hui, pour ta bonne humeur, ta sincérité. C'était très frais, très agréable de parler avec toi. Donc, un grand merci Lily. Je suis ravie. Et Un puis, tout grand merci à toi. Je suis flattée de l'invitation. On se sent pas toujours légitime. Là, en l'occurrence, je me sentais pas vraiment légitime, mais j'apprends petit à petit à dépasser ce syndrome de l'imposteur et donc j'étais ravie. Un tout grand merci pour ta confiance et pour l'invitation. J'étais ravie de papoter avec toi. un grand merci et je te confirme que tu étais super légitime. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'organiserai prochainement un épisode de podcast avec une coach qui vous révélera comment vaincre ce fichu syndrome de l'imposteur qu'on veut vraiment éjecter et ne plus avoir dans nos vies. Donc, bah, écoute, un grand merci et puis à tout bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.